Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent chez vous au bureau, entre amis sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou en solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour des contenus inédits à propos d'argent, des partages personnels et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée par Bloomy Loomy sur Instagram. Est-ce intéressant ou pas de prendre un crédit quand on peut payer cash ? Avant de répondre à la question, je voulais vous signaler que si vous avez envie aussi de me soumettre une question comme cette auditrice ou cet auditeur, je ne sais pas tellement qui se cache derrière Bloomy Loomy, il suffit de vous rendre sur mon compte Instagram, je le redis, c'est Richissime Podcast, de cliquer sur le lien dans ma bio et de vous laisser guider jusqu'au formulaire permettant de me soumettre des questions pour le podcast auquel je répondrai dans des épisodes. Voilà, c'est dit. Retour à la question qui donc m'a été posée. Est-ce intéressant ou pas de prendre un crédit quand on peut payer cash ? Je trouve que c'est une excellente question qui, comme souvent, appelle une réponse relativement simple mais nuancée. Telle que la question m'a été posée, je comprends donc qu'on est dans une situation où on a le choix pour emprunter ou payer cash. Ce qui signifie qu'on a à la fois de la capacité d'emprunt et des liquidités, sinon évidemment la question ne se poserait pas. Probablement qu'on n'aurait pas le choix de recourir à l'emprunt, et si on est dans une situation où on ne peut pas recourir à l'emprunt, eh bien soit on a des liquidités et on peut payer, soit on n'en a pas et on ne fait rien. Bref, donc là on est dans une situation où on a le choix. C'est le cas des gens par exemple qui ont reçu des sommes d'argent suite à un héritage, suite à des donations, mais aussi tout simplement qui ont beaucoup épargné, donc qui ont des liquidités disponibles. C'est aussi le cas quand vous avez fait, par exemple, si vous avez revendu des actions ou des bitcoins et que vous avez beaucoup de liquidités, ou que vous avez revendu une société, c'est aussi, vous pouvez être éventuellement dans ce cas. Il y a plusieurs niveaux de réponse pour moi à cette question. Premier niveau, c'est un principe fondamental de l'enrichissement, de l'investissement, mais de manière plus précise de l'enrichissement, de la façon dont on s'enrichit via les investissements. On n'emprunte que pour financer des investissements et non pas pour payer des dépenses. Je répète, on ne devrait emprunter que pour financer des investissements et non pas pour payer des dépenses. Par exemple, c'est ok d'emprunter pour financer l'achat d'une maison, d'un bien locatif, alors je dis une maison, tout simplement l'achat d'une résidence principale, d'un bien locatif, d'un fonds de commerce, d'un actif professionnel ou éventuellement pour financer ses études. Mais ce n'est pas ok d'emprunter pour financer un voyage, un mariage, ou acheter une voiture et encore moins pour acheter un bien de consommation tel qu'une télé par exemple. Pourquoi ? Si vous empruntez pour payer une voiture, évidemment vous allez payer des intérêts. Intérêts qui en général sont plus élevés quand on achète des biens de consommation que quand on achète de l'immobilier. Donc vous allez payer des intérêts, donc c'est-à-dire payer la voiture plus cher, pour un bien qui lui va se déprécier. La voiture, dans le temps, elle ne fait que se déprécier. Me parlez pas des voitures de collection, je ne veux pas en entendre parler. J'ai fait un épisode sur les voitures. Je ne sais plus c'est quoi le numéro, mais vous pouvez le réécouter. Je le mettrai mes équipes le mettront en description. Super épisode que j'avais fait sur les voitures. J'avais appris moi-même énormément de choses. Mais voilà, je veux dire, ça concerne même pas 0,1% de la population, l'achat de voitures qui ne vont pas se déprécier dans le temps. Pour le commun des mortels, la voiture se déprécie dans le temps, ça n'est pas un investissement. Donc effectivement, quand on emprunte de l'argent, donc on paye plus cher pour acheter un bien qui lui va se dévaloriser dans le temps, je parle même pas du mariage ou des voyages qui eux n'existent plus une fois qu'on les a faits alors qu'on continue à les rembourser, ça n'est pas une bonne affaire. Ce qui signifie notamment avec une voiture qu'en cas de revente, vous ne pourriez pas, avec le fruit de la revente, couvrir le montant du prêt.
ce qui s'apparente à payer un prêt pour quelque chose que vous n'avez plus en votre possession. Donc, si vous revendez votre voiture, vous ne pouvez pas rembourser la totalité du prêt. Ou pire, si vous reprenez un prêt pour racheter une nouvelle voiture, en fait, vous cumulez pendant un certain temps le prêt de l'ancienne voiture que vous n'avez plus et le prêt du nouveau prêt que vous avez pris pour cette nouvelle voiture. Bref, on marche sur la tête. C'est encore pire quand vous le faites pour financer, évidemment, comme je le disais, une expérience éphémère comme un voyage. Le gourou de la finance, Robert Kiyosaki, et auteur de Père riche, Père pauvre, va même plus loin. Il considère qu'on ne devrait emprunter que pour des investissements qui nous rapportent de l'argent au sens strict du terme, c'est-à-dire qui génèrent des cash flows tous les mois, sans prendre en compte les hypothèses de revalorisation à la revente, comme c'est le cas par exemple sur une résidence principale. Selon donc sa définition, une résidence principale n'est pas un investissement parce que cela ne rapporte rien, sauf peut-être en cas de plus-value, ce qui ne compte pas pour lui. Pas plus que les études. Pour lui, les études, ça n'est pas un investissement puisqu'on dépense de l'argent pour des études sans réel... alors déjà, ça ne rapporte rien au quotidien, mais sans réelle certitude que même sur le long terme, ça va nous rapporter quelque chose. Un emprunt pour un achat immobilier locatif qui génère des cash flows négatifs n'est pas non plus considéré comme de la bonne dette au sens de Robert Kiyosaki. La mauvaise dette est par opposition la dette contractée pour payer une dépense, c'est-à-dire acheter quelque chose qui nous coûte de l'argent ou qui rapporte moins que ce que ça coûte, puisque c'est le cas de l'investissement locatif à cash flow négatif, ça rapporte moins que ce que ça coûte, mais ça nous rapporte quelque chose quand même. Il précise que ça ne signifie pas que l'on ne doit pas emprunter pour sa résidence principale, mais qu'il faut le faire en connaissance de cause, c'est-à-dire sachant que c'est une dépense et non pas un investissement. Mon avis sur la question, c'est que c'est parfaitement OK d'emprunter pour tout type d'investissement, la résidence principale pouvant entrer dans cette catégorie si justement elle s'apprécie dans le temps. Donc j'ai une vision moins stricte que Robert Kiyosaki sur ce sujet-là. Rappelons tout de même que la résidence principale est donc le premier poste d'épargne pour la plupart des propriétaires et représente la moitié du patrimoine des Français qui sont propriétaires. Donc ça reste quand même c'est quand même le projet d'une vie, acheter une résidence principale, et moi je considère que c'est toujours intéressant d'emprunter pour ça. D'un point de vue strictement financier, c'est une décision smart d'investir avec l'argent des autres, en l'occurrence avec l'argent des banques. Pourquoi ? Parce que vous faites travailler de l'argent qui ne vous appartient pas et qui finira par payer les intérêts tout en gardant vos liquidités pour d'autres choses, et notamment d'autres investissements. Donc en fait, vous jouez sur plusieurs tableaux en même temps. Si par exemple, je prends un exemple, vous avez 200 000 € de liquidité, vous avez ça disponible, qui pourrait vous permettre par exemple d'acheter un 50 m² à Lille, et pourquoi pas de le louer 900 € par mois pour un rendement brut de 5,4%. Je vais volontairement exclure la fiscalité dans mon exemple parce que ça ne change absolument rien au raisonnement dans les deux options que je vais vous présenter. Option 1, vous achetez cash. Donc, vous avez l'avantage de ne rembourser aucune mensualité, mais vous venez de bloquer 200 000 € d'un coup d'un seul, qui du coup vous rapporte 5,4% brut chaque année. Vous investissez 200 000 €, ça vous rapporte 5,4% brut chaque année. Alors, du coup, le brut, il n'est pas loin du net. Si vous enlevez les charges, simplement, vous aurez le net. Si vous empruntez maintenant 90% de cette somme à la banque, vous injectez donc 20 000 € dans ce projet et avec cette fois-ci un rendement de 54%. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. D'un côté, vos 200 000 € vous rapportent 10 800 € de loyer à l'année, auquel il faudra appliquer la fiscalité évidemment. De l'autre, vous avez investi seulement, personnellement, 20 000 € qui vous rapportent la même somme, laquelle n'ira pas directement dans votre poche et dans votre compte en banque, mais ira indirectement dans votre poche via le remboursement de votre emprunt, donc le remboursement de votre capital. Donc vous gagnez la même chose, mais d'un côté, effectivement, c'est dans votre poche,
moins la fiscalité. De l'autre côté, moins la fiscalité, c'est aussi en partie, ça n'est pas dans votre poche, mais ça va à la banque en remboursement du capital. Mais cet argent, il est à vous. Tout le capital que vous remboursez à la banque, c'est de l'argent que vous avez. C'est juste qu'il est bloqué et que vous pourrez seulement le récupérer le jour où vous vendrez votre bien. C'est pour ça que dans ce cas, 20 000 € injectés qui rapportent 10 800 € de l'année, en termes de rendement brut, on est à 54% versus 5,4% dans l'option numéro 1. Au passage, vous l'aurez compris, vous gardez 180 000 € de côté que vous pouvez placer où vous voulez, à 6, à 7, à 8%, c'est-à-dire à un rendement supérieur, ou alors vous pouvez aussi faire un autre projet avec, notamment un projet immobilier. Vous pouvez aussi nantir cet argent, c'est-à-dire le bloquer, en échange de pouvoir le emprunter encore plus auprès de la banque. Passons maintenant au deuxième niveau d'analyse. La décision d'emprunter ou de payer cash dépend aussi du montant de vos liquidités, du volume de vos liquidités et des opportunités auxquelles vous avez accès. Je m'explique. Dans la vie, celui qui a beaucoup de liquidités est roi. C'est résumé par cette phrase en anglais « cash is king ». Cash is king. Je vous invite d'ailleurs à écouter ou réécouter la capsule numéro 28 que j'avais faite, qui est justement intitulée Cash is king et dans laquelle j'explique pourquoi il est primordial d'avoir toujours des liquidités. Un investisseur a besoin de liquidités pour saisir les opportunités quand elles se présentent. Un entrepreneur a besoin de liquidités pour faire tourner son business et investir aussi quand les occasions se présentent. Le commun des mortels a besoin de liquidités pour assurer ses arrières, certes, mais aussi pour réaliser des projets de vie qui peuvent être ambitieux et surtout s'offrir la vie dont il rêve. Par exemple, si j'ai la possibilité d'acheter un super immeuble en ce moment, que j'ai la capacité d'emprunt, mais pas celle de financer un apport ou de me couvrir en cas de dépassement des travaux, je ne peux pas faire cette opération. Alors qu'on est dans une conjoncture où on a possiblement accès à des opportunités d'achat dans l'immobilier qui sont très intéressantes, puisque le marché étant en baisse, en berne et en baisse, effectivement, en tant qu'acheteur, on a un fort levier de négociation. Autre exemple, si mon employeur me propose d'acheter des parts de sa société avec des conditions avantageuses mais que je n'ai pas les liquidités pour saisir l'opportunité, je me fais avoir, entre guillemets, en tout cas je passe à côté de l'opportunité. Si je veux monter un business mais que je n'ai pas les sous pour tenir plus de 2 mois, je me rends dépendant. Alors soit je le fais pas du tout, soit je me rends dépendant d'investisseurs si effectivement j'arrive à en trouver. Si je veux faire une formation pour accéder par exemple à des postes mieux payés dans mon entreprise ou dans d'autres entreprises concurrentes mais que je n'ai pas de quoi la financer, je loupe encore là une opportunité. En définitive, plus vous avez accès à des opportunités dans votre vie ou souhaitez avoir accès à des opportunités, plus vous devez garder du cash. Dans ce cas, achetez à crédit. Si vous avez beaucoup de liquidités, par contre, et peu d'opportunités à saisir, ou peu d'envie d'en saisir, alors pourquoi pas utiliser vos liquidités pour acheter cash. Plus vous avez envie de suivre une trajectoire de vie ambitieuse, j'entends par ambitieuse qu'elle est éloignée, que vos objectifs sont éloignés de ce que vous vivez aujourd'hui, de votre situation actuelle, et plus vous devrez privilégier le crédit dès que vous pouvez. Privilégiez aussi le crédit si l'achat que vous souhaitez faire représente plus de 50% de vos liquidités. Ne faites pas tapis avec vos liquidités comme à une table de poker, à moins que vous ayez évidemment une très forte appétence au risque. Troisième niveau d'analyse de la question, celle des taux d'intérêt et de l'inflation. Je ne vous apprends rien si je vous dis que plus les taux d'intérêt, les taux d'emprunt sont élevés, moins emprunter est intéressant. Mais est-ce pour autant moins intéressant que payer cash ? Si le taux d'emprunt est moins élevé que l'inflation, alors continuez à emprunter même avec des taux d'emprunt qui vous paraissent élevés, en tout cas qui sont plus élevés que ce qu'on connaissait il y a encore 1 an ou 2 ans. Je vous donne un exemple. Si aujourd'hui j'emprunte 100 à la banque à 3% pour acheter une maison qui vaut 100, dans un contexte d'inflation à 6%. Ça vous dit quelque chose ? C'est à peu près le contexte actuel. Imaginons que je revende l'année suivante
la maison. Je vais donc pouvoir vendre ma maison 106, puisque en un an, en théorie, elle aura pris 6% avec l'inflation. Et je vais donc rembourser la banque ce que je lui dois, c'est-à-dire les 100 que je lui ai empruntés, plus les 3% d'intérêt, c'est-à-dire 103. J'ai donc revendu ma maison 106 et je rembourse 103. Je dégage donc une plus-value de 3, juste pour le fait d'avoir emprunté à un taux qui était inférieur à l'inflation. Vous allez me dire, c'est une modélisation. Mon modèle est simpliste, mais il permet d'illustrer simplement ce principe économique. Il est intéressant d'emprunter à un taux lorsque ce taux est inférieur à l'inflation, si vous empruntez pour un investissement comme on l'a vu tout à l'heure. Effectivement, il n'y a pas la fiscalité dans mon exemple, il n'y a pas le fait que quand l'inflation est forte, peut-être que le marché de l'immobilier, pour tout un tas de raisons, lui peut être en baisse, et donc à contre-courant de l'inflation. Voilà, il y a tout un tas de phénomènes, mais vous pouvez remplacer la maison par autre chose, et donc j'ai 100, je l'achète aujourd'hui à 100 avec un prêt à... un emprunt à 3, et donc je le revends l'année d'après, etc. Évidemment, ça exclut aussi les frais de notaire, etc. dans mon raisonnement. En résumé, il est toujours préférable de privilégier le crédit quand on veut faire un investissement, surtout si celui-ci génère des cash flows positifs. Le crédit est aussi à privilégier quand on veut pouvoir avoir un maximum de liquidité pour s'offrir des opportunités d'investissement. Et enfin, le crédit est d'autant plus intéressant que les taux d'emprunt sont largement inférieurs à l'inflation. Si avec tout ça, je ne vous ai pas convaincu, c'est que soit vous faites partie de ces gens qui ont une forte aversion au crédit sous toutes ses formes, et que même avec des chiffres sous les yeux et avec les raisonnements que je viens de vous exposer, vous n'avez toujours pas le profil d'un investisseur, et en tout cas vous ne souhaitez pas acheter à crédit. Et là on sort d'un raisonnement que moi je considère comme économiquement rationnel. C'est juste tout simplement le crédit, c'est pas pour vous. Sur ce, je m'arrête là. Je vous encourage vivement à prendre quelques notes de ce que vous voulez retenir de cet épisode. Comme la plupart des gens, on ne retient même pas 10% des contenus qu'on écoute, qu'on lit ou qu'on regarde. Donc si vous prenez le temps, vous, là, maintenant, d'ancrer les apprentissages de cet épisode, vous avez une chance d'augmenter ce pourcentage peut-être jusqu'à 20, 30, 40, 50%. C'est énorme. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.